Eh ben, merci pour toutes vos réponses. Je vous propose maintenant de pouvoir regarder un petit peu quelles sont les différentes définitions du consentement. Alors, le terme consentir, le consentement vient du latin consentir, qui veut dire être d'accord avec. Mais je voulais aller un petit peu plus loin que ça pour vous proposer une définition du consentement. Je voulais vous proposer la définition de l'association Couple et Famille, qui est une association de conseillers conjugaux et familiaux. Couple et famille, Couple et famille, pardon, définit le consentement comme étant la manifestation de la volonté. Alors, c'est une première définition que je vous propose. Gardez bien les termes manifestation et volonté. Deuxième définition que je vous propose, celle de Geneviève Fraisse. Geneviève Fraisse, qui est une philosophe française qui a écrit en 2007 du consentement. Donc, qui déjà à l'époque, elle travaillait déjà sur cette question, cette notion du consentement dans les relations conjugales notamment. Et Geneviève Fraisse, pardon, elle définit le consentement comme étant l'acte par lequel quelqu'un donne à une décision dont un autre a eu l'initiative l'adhésion personnelle nécessaire pour passer à l'exécution. Et vous voyez, j'ai mis ces termes en gras parce que on retrouve ces deux notions, ces deux concepts. On a d'abord la manifestation, l'acte, par lequel on va exprimer une volonté ou une adhésion personnelle. Et ça, c'est vraiment deux éléments constitutifs du consentement qui sont importants. Il y a à la fois l'expression, la manifestation, et derrière, qu'est-ce qu'on vient exprimer, qu'est-ce qu'on vient manifester, c'est notre volonté, c'est notre adhésion personnelle à quelque chose. Euh, alors, on va continuer, on va se tourner un petit peu vers le droit. Qu'est-ce que nous dit le droit? Eh bien, le droit civil va nous parler du consentement comme étant la condition préalable pour qu'un contrat soit valide entre deux parties. Donc, effectivement, dans le droit civil, le consentement, il est nécessaire. On va parler de contrats qui vont être signés par les deux parties prenantes pour que voilà, le contrat soit valide. En revanche, en droit pénal, pourquoi on pourrait venir parler du consentement? Eh bien, dans les cas où justement on va parler de sexualité, on va parler de consentement sexuel. Mais le droit pénal, quand on touche aux affaires d'infractions sexuelles, il définit les infractions sexuelles ou les agressions, par exemple, par l'absence de consentement. Et il définit cette absence de consentement par la présence de la violence ou la menace ou la contrainte ou la surprise. Euh, donc en fait, dans le droit pénal, on ne définit pas le consentement sexuel, on définit plutôt l'absence de consentement sexuel. Donc on a ces quatre éléments. Il y a pas, on estime qu'il n'y a pas eu consentement sexuel, on estime qu'il y a eu infraction, qu'il n'y a pas eu consentement, s'il y a eu présence de violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises au cours de la matinée, nous, on vient faire de l'éducation au beau en EARS et on aime bien avoir du coup des définitions voilà, positives. Vous imaginez bien quand on fait de l'éducation au consentement et qu'on se retrouve avec l'absence de consentement définie par la présence de violence, menace, contrainte, surprise, et ben, c'est un peu compliqué quand même. Et on se débrouille avec ça face aux jeunes, c'est pas évident. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, chaque pays peut avoir une législation différente hein, sur la façon dont elle va définir le viol et autres agressions sexuelles. Euh, donc, il n'est pas évident de pouvoir voilà, se réunir autour d'une même définition derrière la question du consentement, notamment lorsqu'on parle de consentement sexuel. Alors, petit focus sur ce de quoi on parle quand on parle consentement sexuel, en tout cas de action, quelle action ça concerne. On est bien sur des relations sexuelles. Un toucher sur des parties intimes. Alors, ce qu'on appelle parties intimes, ce sont la bouche, la poitrine, les parties génitales, les fesses et les cuisses, tout à fait. Euh, Lorsqu'il s'agit de toucher ou de simuler un acte sur ces parties ou un acte sexuel, on est bien sur des questions de consentement sexuel. Pareil pour le partage d'images sexuelles en ligne. Euh, donc là, vous pouvez penser à tout ce qui va être nude, revenge porn, etc. Activités sexuelles en ligne. Voilà, donc toutes ces impliquent, donc il n'y avait pas la blague, désolé. Les blagues à caractère sexuel ne rentrent pas forcément, blagues dites oralement, hein, pas, voilà, elles ne rentrent pas forcément dans voilà, cette question de consentement sexuel, forcément. Euh,
Donc forcément, cette définition, enfin, ces définitions proposées par Couple et Famille, par Geneviève, et puis après, par Geneviève Fraisse, pardon, je suis pas mis avec Geneviève, catastrophe. Et après, avec les définitions qu'on peut avoir avec le droit, et ben, c'est compliqué finalement de faire l'éducation au consentement parce que bah, finalement, ça reste assez ambigu. De quoi on parle quand on parle de manifestation? Comment on manifeste son consentement? Est-ce que c'est dire oui? Est-ce que si je dis oui, mais en fait que j'ai pas envie, en fait que je repousse la personne, alors est-ce que je suis en train de consentir? Est-ce que je consens à l'acte? Euh, Comment on connaît, comment on définit aussi notre volonté, notre adhésion personnelle? Enfin voilà, on se retrouve avec ces éléments-là et donc on se retrouve avec une certaine ambiguïté et certains journalistes parleront aussi de zone grise en matière de consentement sexuel, hein. On voit dans certaines affaires. On l'a vu aussi notamment avec les viols de Mazan. Enfin voilà, on a quand même un besoin aujourd'hui de se réunir au travers d'une définition partagée, commune, qui va aller au-delà de l'ambiguïté avec laquelle on est aujourd'hui. Alors, je voulais vous partager cette définition, ou en tout cas ces repères qui ont été définis par plusieurs associations et qu'on va retrouver dans beaucoup de pays dans le monde, que ce soit sur le continent américain, en Océanie ou en Europe. On a des acteurs éducatifs qui se sont penchés pour trouver des critères communs qui vont nous permettre d'éduquer plus facilement au consentement et de réduire ces zones de flou, justement, de réduire toute cette ambiguïté. Le premier critère pour savoir si la personne donne son consentement, c'est se poser la question, est-ce que le consentement il a été donné librement? Est-ce que la personne, elle fait un choix libre et volontaire, sans présence de violence, contrainte ou menace? Euh, Ça, c'est le premier élément. Pareil, est-ce que la personne, elle est en capacité de consentir? Est-ce que si je suis un adulte face à une mineure, voilà, la mineure, par exemple, la loi nous dit, les mineurs ne peuvent pas consentir à des actes sexuels avec des personnes majeures s'il y a plus de 5 ans d'écart entre les deux personnes. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, est-ce que ce consentement, il est éclairé? Est-ce que j'ai eu toutes les informations nécessaires pour pouvoir consentir? Est-ce que la personne en face de moi, elle le fait, voilà, elle n'a pas d'acte, elle n'a pas de mauvaises intentions, elle ne me dissimule pas des informations? Euh, Est-ce que je suis voilà, en mesure de pouvoir faire mon choix avec toutes les informations qui me sont nécessaires? Le consentement, il est spécifique. Consentir à une chose n'implique pas consentir à tout. Et en cas de doute, eh ben, on repose la question, tout simplement. On redemande le consentement à la personne. Élément aussi important. La réversibilité du consentement. Le consentement, il peut être retiré à tout moment. On peut changer d'avis avec le consentement. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Quand on a mené l'enquête du baromètre 2023, on a été questionné 2200 jeunes en France de 16 à 20 ans. On leur a posé la question, euh, est-ce que c'est acceptable de s'arrêter en plein acte? Je ne sais plus comment elle a été formée exactement la question, mais c'était ça. Est-ce que c'est acceptable de ne pas aller jusqu'au bout? Voilà comment a été formulée la question. Et 40% des garçons disaient qu'il était inacceptable de ne pas aller jusqu'au bout lorsqu'on avait commencé un acte sexuel. Donc on voit bien la nécessité quand même de pouvoir repartir avec voilà, une définition solide commune du consentement et de pouvoir partager ces différents critères. Le dernier, c'est que le consentement, il doit être enthousiaste. Et ça, c'est un élément qui, selon moi, est vraiment un des plus importants parce que quand on a des débats autour du consentement et qu'on entend parler de zone grise, etc., c'est souvent parce que ce critère est manquant. L'aspect enthousiaste du consentement. Quand on dit oui, mais est-ce qu'il doit être verbal, non verbal, etc. La question, c'est pas, on va pas chercher la présence d'un 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 non, on va chercher la présence d'un oui. Un oui qui va être exprimé activement, clairement, que ce soit verbalement ou non. C'est ce qu'on vient chercher, c'est l'enthousiasme de la personne. Est-ce que la personne, elle fait plutôt une moue, elle est un peu réservée, elle, est un peu, voilà, elle se referme un peu sur elle-même, même si elle dit oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres signaux là qui me montrent que ben, peut-être qu'en fait, elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de participer à ce que je viens de lui proposer ou en tout cas d'aller plus loin? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc ces éléments, ils n'ont pas de valeur juridique, hein, comme vous le voyez, enfin, ils ne sont pas écrits dans la loi en tant que tels. En tout cas, c'est vraiment des repères pour nous aider
à pouvoir travailler, à faire de l'éducation au consentement avec une définition commune. euh, et aussi nous permettre que dans tous les débats qu'on puisse avoir en atelier EARS, sur les réseaux sociaux ou bien sur un plateau télé, peu importe, l'idée c'est de réduire, d'éliminer toutes ces zones de flou et de se dire en fait quand il y a consentement, il n'y a pas d'ambiguïté avec le consentement. Il y a des limites et elles sont claires. Par contre, le consentement, c'est pas intuitif, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est aussi notre rôle en tant qu'intervenant en EARS de pouvoir travailler cet élément-là avec les jeunes. Alors, quels sont les enjeux de cette éducation? Il y en a plusieurs, évidemment. Je reprécise aussi parce que je suis passée du consentement et puis après, j'ai fait un petit focus aussi consentement sexuel. Quand je parle consentement, j'intègre évidemment le consentement sexuel à l'intérieur, mais on est bien d'accord que le consentement va au-delà des questions de sexualité hein, et s'applique à plein de situations de la vie quotidienne. Si on reprend les deux définitions proposées par Couple et Famille et Geneviève Fraisse. Alors, quand on fait de l'éducation au consentement, euh, à quels enjeux on vient répondre? Le premier est évident, c'est celui de la prévention des abus et des violences sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on permet aux jeunes de pouvoir identifier leurs limites corporelles. Euh, on vient aussi leur permettre de savoir qu'ils ont le droit de dire non. On l'a dit un peu plus tôt aussi dans la journée. On leur permet aussi de reconnaître les comportements inappropriés les comportements appropriés et inappropriés. On parlait tout à l'heure des touchés bonheur et des touchés malheur, par exemple, que vous connaissez sûrement tous et toutes. À faire aussi voilà, la différence entre le médecin qui me soigne et euh, le besoin d'hygiène que je vais avoir quand je suis pas encore totalement autonome et donc c'est papa, maman qui va m'aider ou d'autres adultes. Et puis après, une fois que j'ai acquis les notions d'intimité, pudeur et que je suis assez autonome, et ben, de savoir que techniquement personne d'autre n'a le droit d'aller toucher ces zones-là sur mon corps et encore moins sans mon accord. Euh, Prévention des abus et des violences sexuelles aussi parce que on vient permettre aux jeunes d'apprendre à chercher de l'aide dans des situations qui peuvent les mettre mal à l'aise et de pouvoir voilà, identifier ces situations aussi. Et on va voir comment juste après. Autre enjeu de l'éducation au consentement, c'est le développement de l'estime de soi, puisqu'on vient permettre aux jeunes d'affirmer leurs besoins, d'affirmer leurs désirs, finalement apprendre à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont envie de vivre. Et tout ça, ça va venir renforcer leur confiance en eux, qui est un pilier essentiel à l'estime de soi. On vient aussi valoriser leur autonomie parce que, ils comprennent qu'ils peuvent décider des interactions pour leur propre corps. Et finalement, on les aide à se sentir écoutés et respectés quand on fait de l'éducation au consentement. Le troisième enjeu, c'est la construction de relations saines, puisque le consentement s'appuie évidemment sur le respect mutuel de chacun. Euh, enfin, on encourage le respect mutuel, pardon. On vient respecter les souhaits, les limites de chacun, et on apprend aussi à gérer les frustrations que ça représente, de savoir que l'autre personne en face de moi, elle n'a pas les mêmes désirs que moi, elle n'a pas les mêmes envies que moi. Et peut-être que je vais ressentir de la frustration, mais c'est OK. Et, euh, et voilà, je ne vais pas chercher à forcer une interaction. C'est aussi montrer des sorties saines à ces situations, ou des situations qui peuvent créer des conflits d'intérêts par exemple, bah, montrer qu'il y a des sorties saines possibles et qu'on peut choisir autre chose que des situations de violence, par exemple. Et alors un autre enjeu que j'avais identifié sur l'éducation au consentement, c'était l'intégration des valeurs d'égalité. Souvent, très souvent, on entend parler du consentement au féminin très souvent dans les séances EARS, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. euh, on va entendre oui, oui, on a travaillé le consentement avec les filles, et puis les garçons, on leur a bien répété qu'il fallait qu'ils s'assurent que la fille consente avant l'acte. Oui, et les garçons? Et les garçons, on leur a pas posé la question. Donc souvent, très souvent, on l'entend au féminin. Et donc c'est important de redistribuer les cartes sur ces questions-là, de rappeler aussi que les garçons ont le droit de consentir et ont ce devoir aussi de pouvoir réfléchir sur ce que eux souhaitent vivre, d'aller au-delà de la pression des pères qu'on va pouvoir retrouver. Parce qu'il y a des croyances et des idées fausses qui perdurent sur les questions de consentement. Pareil, pour vous partager un ou deux chiffres, dans le baromètre de l'éducation, on avait 27% des jeunes, donc garçons et filles confondus,
qui pensait que le désir des garçons est incontrôlable. Le désir sexuel des garçons est incontrôlable. On a un quart des garçons qui pensent que les filles aiment être forcées à avoir des relations sexuelles. Donc on le sait, on a des stéréotypes, on a des idées fausses qui perdurent, hein, voilà, qui perdurent. Et donc travailler l'éducation au consentement va aussi nous permettre de redistribuer toutes ces cartes et donc de promouvoir l'égalité aussi dans les relations. Alors bien sûr, cette éducation, elle est faite de façon progressive. On va adapter les notions qu'on va aborder en fonction du développement des enfants et de leur niveau de compréhension. Euh, c'est important, en revanche, de ne pas exclure les enfants de l'éducation au consentement, parce que plus tôt on travaille cette question-là avec eux, plus tôt on pose des bases relationnelles saines et respectueuses par la suite, notamment lorsqu'on va aborder les questions aussi de relations sexuelles. Euh, dernier élément, parce que je vois que le temps tourne, c'est la question de la responsabilisation sans culpabilisation. L'idée, c'est de dire, on fait du consentement une éducation positive. Oui, ça sert à prévenir les risques, les violences et abus sexuels, mais c'est aussi et surtout une éducation qui permet de poser les bases de relations saines. Et donc, on va apporter un cadre rassurant auprès des enfants. Euh, voilà, plutôt que toute cette partie prévention des violences. Euh, et ça nous permet aussi de rendre acteurs les enfants de leurs interactions sociales. Et ça, c'est important aussi à citer dans les enjeux de l'éducation au consentement. Alors, vous allez me dire, OK, mais comment on éduque au consentement? Vous aurez le PowerPoint aussi, je précise. Comment on éduque au consentement? Comment on travaille ça avec les jeunes? Moi, j'aime bien le voir par niveau. Et ce matin, c'était la professeure d'SVT qui parlait de son parcours, qui était noté. Il y avait le moi plus toi, eux. Et ben, le consentement, c'est un peu pareil. On a le premier niveau qui est le consentement à son niveau. Parce que finalement, consentir, c'est être d'accord avec en latin. Et la première personne avec laquelle pardon, je dois être d'accord, ben, c'est moi. Et pour ça, bah, il faut que je puisse me connaître, il faut que je puisse m'écouter, il faut savoir de quoi j'ai envie, quels sont mes désirs, quelles sont mes motivations, quels sont mes projets. Euh, c'est essentiel, c'est notre rôle en EARS de pouvoir travailler sur les repères qu'on va apporter aux jeunes. Et on parle souvent de l'alignement des 4 C. Et ben, finalement, le premier niveau de l'éducation au consentement, c'est ça, c'est de travailler ces 4 C, que le jeune puisse chercher à être aligné avec ce qu'il a envie de vivre dans son cœur, corps, conscience et cerveau. Euh, donc voilà, ça c'est le premier niveau de l'éducation au consentement. Le deuxième niveau, c'est le consentement et l'autre, puisque quand même, quand on consent, on n'est pas seul, on n'est pas dans une relation solitaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler l'expression de son désir face à une autre personne, donc s'affirmer, mais aussi recevoir le consentement ou non de l'autre personne, recevoir ses envies, ses désirs, comprendre qu'ils peuvent être différents du mien, comprendre et accepter qu'ils peuvent être différents des miens. Et finalement, c'est aussi donc faire preuve d'empathie euh, à ce niveau-là. Et puis enfin, le dernier niveau, c'est le consentement dans le monde. C'est tout ce qui va venir influencer mes décisions, mes choix en matière de relations avec les autres, qu'il s'agisse de relations sociales ou de relations sexuelles. Hein. Enfin, je ne sais pas trop le distinguo, mais je veux dire, on est à chaque fois influencé par des facteurs externes, qu'il s'agisse des normes sociales, qu'il s'agisse de la pression des pairs, de la famille, des médias, de ce qu'on peut voir dans les films, dans les séries TV, mais aussi de la loi. Hein. Les politiques influencent forcément nos relations. Et donc, c'est prendre conscience de tous ces facteurs-là et puis de se poser les questions. Est-ce que là, je suis influencée? Est-ce que là, je fais cet acte, mais c'est parce que derrière, j'ai le groupe d'amis qui me fout la pression parce que sinon, je suis pas acceptée dans le groupe? Ou est-ce qu'en fait, ou est-ce qu'en fait, moi aussi, j'en ai envie? Voilà. L'idée, c'est de développer aussi un esprit critique vis-à-vis de ces différentes questions. Très rapidement, parce qu'on en a un petit peu déjà parlé, mais quand on fait de l'éducation au consentement, on renforce aussi le développement des compétences psychosociales et vice-versa. Quand on développe les compétences psychosociales, on fait aussi d'une certaine manière l'éducation au consentement, puisque dans les 10 compétences identifiées, bah, pour chacune, on va retrouver des situations dans lesquelles finalement
on va les utiliser. On va utiliser ces différentes capacités pour gérer les situations de la vie quotidienne. Et donc, c'est important aussi de pouvoir faire le lien. Je parlais tout à l'heure de gérer sa frustration et ses pulsions. On peut être sur de la régulation des émotions, par exemple. Ou bien comprendre que l'autre a des désirs différents des miens, mais quand même s'écouter. On va être dans l'empathie et la conscience de soi. Voilà. C'est juste pour donner quelques exemples, mais c'est important quand même de faire le lien et de valoriser, puisque ces compétences psychosociales, elles sont souvent travaillées dans les écoles et, comme on l'a dit à maintes reprises, c'est pas souvent valorisé ou on n'en a pas toujours conscience. Donc c'est important de pouvoir leur dire, en fait, quand vous travaillez ces compétences-là, vous faites d'une certaine façon déjà l'éducation au consentement. Alors on m'a demandé de faire un focus sur l'éducation au consentement auprès des plus jeunes. Et avant d'arriver sur les différentes notions qu'on peut aborder avec les plus jeunes, je voulais juste revenir sur ce sur quoi on se base. Et nous, on va s'appuyer sur le développement psychosocial, psychoaffectif et psychosexuel des enfants pour aussi nous donner un petit peu des repères pour savoir ce qu'on peut aborder en fonction des différentes tranches d'âge. Alors, quand on parle des jeunes alors, j'ai parlé du développement psychosexuel et psychoaffectif et psychosocial, mais évidemment, on s'adapte aussi face à la réalité, aux besoins des jeunes qui sont devant nous et à leur niveau de compréhension. Il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. En tout cas, le développement reste un repère. Le développement de l'enfant reste quand même un repère pour savoir quoi aborder et à quel âge. Et on le voit, les enfants de 4 à 6 ans, ils ont déjà commencé à explorer leur corps. Ils sont déjà dans cette curiosité corporelle. Ils sont aussi autonomes, donc les notions d'hygiène sont plutôt apprises, ou en tout cas, on continue de les développer, de les renforcer. Et puis, c'est aussi une période où on est en train d'acquérir des règles sociales de base. Donc, demander la permission, pouvoir dire oui ou non, c'est des choses qui voilà, sont déjà travaillées avec les enfants à cet âge-là. C'est aussi un âge entre 4 et 6 ans où on a acquis la différence des sexes aussi. On fait la différence entre une fille et un garçon. Et tout ça, ça va être des éléments importants pour ensuite se dire, OK, quelles notions on va pouvoir aborder avec les enfants. De 7 à 10 ans, là, on est plutôt dans le début de l'âge de raison. On a des compétences sociales qui sont assez développées. On joue un peu même les médiateurs parfois à la récré lorsqu'il y a des conflits. Euh, on cherche aussi à savoir comment on fonctionne en tant que personne, qu'est-ce qui se joue dans nos relations. Donc on cherche à vraiment comprendre les normes sociales. On a aussi déjà, à ces âges-là, on a déjà été imprégné des stéréotypes qui sont véhiculés par la société, notamment les stéréotypes de genre, enfin les différences filles-garçons. On a déjà certains stéréotypes qui sont ancrés à cet âge-là. Donc on va pouvoir voilà, venir travailler ces sujets avec les enfants. Alors, quel concept on va venir aborder? Le premier concept, enfin, première notion que je voulais vous partager, c'était mon corps, mon trésor. L'idée que mon corps m'appartient et de pouvoir, au travers d'une séance autour du corps, venir clarifier quelles sont mes parties privées et pourquoi on parle de parties privées, pourquoi on parle d'intimité, pourquoi on parle de trésor aussi, pourquoi je dois les protéger, ces parties. Ça implique que derrière, on est venu déjà nommer ces différentes parties du corps. On en parlait un peu plus tôt. Mais effectivement, c'est le prérequis, c'est d'avoir pu nommer les différentes parties du corps et à quoi elles servaient. Et d'arriver voilà, sur les questions de- de- d'intimité également. Deuxième concept, c'est de pouvoir demander la permission et le droit de... Alors, pardon, je suis passée un peu rapidement, mais mon corps, mon trésor, on est aussi dans la prévention des violences à ce niveau-là. Forcément, c'est aussi une, euh, une notion qui va nous permettre de travailler cette prévention des violences. Euh, Demander la permission et le droit de dire non. L'idée, c'est de pouvoir travailler autour des limites de chacun, le respect des limites de chacun. Euh, donc là, on va pouvoir être sur euh, littéralement des bases relationnelles respectueuses où on va, voilà, avant de rentrer dans l'espace personnel de quelqu'un, lui demander son accord et pouvoir travailler aussi à accepter le refus d'une situation inconfortable ou d'un contact inapproprié et nous chercher à respecter les limites de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le jeu des 3 salutations. On va proposer aux jeunes, aux enfants d'avoir 3 façons, exactement 3 façons de se saluer. Donc ça peut être
le coucou de loin, le check et puis l'accolade ou la bise. Et l'idée, c'est que les enfants puissent, avant de se saluer, puissent se mettre d'accord sur la façon dont ils souhaitent se saluer. Et donc, bah, si deux enfants ont fait deux choix différents, eh ben, on va plutôt se saluer de la façon qui va être la moins engageante d'un point de vue intime, corporel, enfin, qui va respecter en fait sa bulle d'intimité, enfin la bulle d'intimité des deux enfants. Et c'est assez intéressant parce que voilà, c'est des exercices tout simples qui nous permettent de travailler le consentement dans des situations de vie quotidiennes, juste à partir de bah, comment on se dit bonjour. Et est-ce qu'on est d'accord sur la façon de se dire bonjour? Est-ce qu'on est tous et toutes d'accord à chaque fois pour se faire la bise? Ben, pas sûr finalement. Et on n'a pas toujours l'habitude, aussi en tant qu'adulte, de s'assurer qu'on est bien d'accord voilà, de se faire la bise, de rentrer dans la bulle d'intimité de l'autre personne. Donc, il y a des petits exercices comme ça qui permettent de travailler ces éléments. Euh, Toc, toc, toc. La reconnaissance des émotions, l'idée c'est de pouvoir évidemment de faire une lecture, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à reconnaître ce qui se passe dans notre corps. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ces fameux contacts appropriés, vs ces contacts inappropriés ou ces situations qui me mettent mal à l'aise? Comment je les identifie? Tout à l'heure, Annie était stressée. Elle disait qu'elle avait le cœur qui battait vite et puis qu'elle se sentait un peu rougir, qu'elle avait chaud. Enfin, voilà, quels sont les différents éléments qui se passent dans notre corps euh, qui sont intéressants à identifier pour justement permettre de savoir si là on est plutôt sécure ou non. Et si en fait, ben, il faut aller en parler à quelqu'un, chercher de l'aide et parler à un adulte de confiance. C'est bien, ça me fait la transition. Parce qu'on en parlait ce midi au déjeuner, les adultes de confiance. Alors oui, ça peut être rapidement, on va identifier les parents, mais ça peut être aussi intéressant d'aller chercher à identifier d'autres adultes de confiance. Parce qu'on sait parfois on peut se confier à un adulte et puis bah il fait pas grand-chose de notre information. Et l'idée c'est aussi d'apprendre bah, qu'il ne faut pas s'arrêter à une rencontre, mais peut-être que cette personne à ce moment-là elle n'était pas en mesure de nous aider, et donc d'aller chercher une autre personne. Voilà, jusqu'à ce que quelqu'un réagisse, jusqu'à ce que quelqu'un puisse vraiment m'aider. Euh, Ça, c'est important. Et aussi, voilà, de pouvoir, j'avais aussi rajouté, permettre d'identifier la différence entre des bons secrets et des mauvais secrets, mais c'est aussi en lien avec la reconnaissance des émotions, finalement, puisqu'il nous procure des sensations différentes entre voilà, le secret qui va être malsain, que je vais garder en moi, qui va me pourrir un peu de l'intérieur, et le bon secret qui va être plutôt joyeux, qui va me faire du bien, et qui souvent est associé plutôt à une surprise qu'à un secret. Voilà, donc très rapidement pour conclure, cette éducation au consentement, elle s'adapte en fonction de ce que traversent les enfants, en fonction de leur développement. Euh, mais plus on travaille le consentement tôt, plus on permet de poser les bases de relations saines et respectueuses pour la suite, et aussi de faciliter une éducation au consentement sexuel, lorsque là je le permets. Quand je dis sexuel, je parle voilà, de ce qu'on a vu en début, donc tout ce qui va toucher après aux relations sexuelles et aux parties aussi dites sexuelles. Et c'est important de pouvoir commencer tôt avec les enfants et pas mettre cette éducation de côté et de se rappeler qu'on travaille déjà l'éducation au consentement. On en fait juste un gros mot, mais on le fait déjà dans nos écoles, on le fait déjà dans les ateliers. C'est juste important de voir tout ce que ça englobe.